Bon. Hello, welcome to... Mais toi, tu l'as déjà fait. Mais on commence là, les gars. Un petit truc comme ça, là. Antoine, on commence. Hello, welcome to the channel where today we have a new edition of Conversation with the Artist. Ça commence toujours en anglais, mais vous inquiétez pas, je vois quelques personnes inquiètes. No problem, no problem. Alain, lui, il est no problem. Donc, on a Alain Laki, Antoine Way et MJ Click. MJ Click est lauréate de Afflelou. Antoine Way, c'est un nouvel artiste sur la place de Guadeloupe qui peint, c'est beaucoup dire. Il nous expliquera sur des réfrigérateurs. Et Alain, qui fait des photos depuis longtemps, mais qui nous a fait... Pardon. mais qui nous a fait une photo différente de ce qu'il fait d'habitude et qui a retenu notre attention pour pouvoir le faire. So, welcome today and let's talk. Maybe, peut-être, Alain, tu peux commencer à te présenter. Bonjour, donc je suis Alain Laki. Je suis photographe, mais je dirais plutôt peintre-photographe. Puisque j'utilise pas la photographie dans l'instantané, j'utilise la photographie comme outil. Tu peux nous parler à nous. Ah oui. Ah bah, excusez-moi, hein, vraiment. Hein. Oui. Donc, ou Antoine, ouais, je t'ai vu que tu as commencé avec la bière dehors, donc tu peux continuer avec nous. Oui, non, mais bien sûr. Bref, photographe, mais plutôt peintre-photographe, parce que l'instantané, la photographie, c'est un moment instantané. Moi, je travaille plus comme ça. Je travaille comme un peintre, c'est-à-dire j'utilise, mais sauf que mon outil est la photographie, les photographies pour obtenir ce que je veux. Le visuel précis que je veux, ce que j'ai dans la tête. Voilà, je viens de la... J'ai commencé il y a un petit peu longtemps, c'était en 78. À partir de 78, j'ai été photographe immobilier pour le WWF. Pour les plus anciens, il y avait une émission qui s'appelait Caméra au point. Ah oui. Je travaillais avec un garçon qui s'appelait Christian Zuber. Ah oui. Voilà, et c'était une sorte de Nicolas Hulot de l'époque, qui est parti en politique d'ailleurs, comme Nicolas Hulot ensuite. Et voilà, lui, il avait une émission, c'était le président du WWF France, et on travaillait en Afrique, moi spécifiquement en Afrique de l'Ouest. Sur la photographie, en photographie immobilière, j'ai fait des trucs assez sympas. Ça fait très exotique en fait. Je pense. Est-ce que tu trouves que tu penses que ta vie est une vie d'exotisme entre l'Afrique et la Guadeloupe? Alors entre l'Afrique et la Guadeloupe, il y a eu quand même un petit delta. Oui, exotique. En tout cas, c'est la vie que j'ai voulu. Exotique, je sais pas. Oui, mais t'aimes pas le mot exotique en fait? Non, pas forcément. Après ça, j'ai été photographe publicitaire pendant 30 ans. D'abord en métropole et ensuite ici, où je suis arrivé en 90. Voilà. C'est à moi? Oui. Je suis non après. Non, d'accord. Oui, il me connaît. Alors moi, c'est Antoine Way. Je suis un artiste touche à tout. J'aime bien toucher. Je fais de la. En fait, je fais. J'ai toujours vécu un peu plus ou moins dans la création j'ai fini en formation styliste modéliste et voilà, et après j'ai fait ma vie autour de mon diplôme et j'en suis arrivé à 52 ans où maintenant je fais de l'art de récupération, ce que je fais depuis 30 ans et j'en vis et voilà, maintenant je suis installé en Guadeloupe et j'ai décidé de me montrer en Guadeloupe tel que je peux être en tant que créole et en tant qu'artiste créole, ce que j'ai jamais fait depuis. Et voilà, donc je suis à l'essai, je suis au début et voilà, il faut que je Mais dise quand autre tu chose. dis styliste modéliste, c'est-à-dire expliquer.
Je suis styliste modéliste. Je sais pas. Enfin, pour moi, styliste modéliste, si tu veux, à mon époque, qui est la même époque que toi, à peu près, à 6 mois après, styliste modéliste, on voit Jean-Paul Gaultier. Ouais, j'ai défilé pour lui. Ça, c'est le mannequin, ça. Bah ouais, mais ça fait partie de la mode. Raconte. Le fait que j'étais dans une école t'es de beau, t'es stylisme beau. Mais raconte. m'a permis Mais de faire des raconte. choses magnifiques. Oui, c'est vrai. Mais raconte. J'ai fait des photos pour Chauvignon, Renomar, Yves Saint Laurent. J'ai travaillé pour Jean-Paul Gaultier. C'est cool ça. Voilà, j'ai eu la chance de. Mais en tant que styliste modéliste, donc tu crées des modèles Non. en fait. Non, en tant que styliste modéliste, j'ai travaillé pour Paco Rabanne. Oui, mais c'est quoi le travail Je remplissais des illustrations de mode. C'est-à-dire Dans une chambre de bonne, au 9e étage d'un étage d'un immeuble à Paris. Et c'est-à-dire, ça consiste à quoi? C'est-à-dire remplir. En fait, je remplissais à la couleur tous les dessins de Paco Rabanne. Donc lui, il fait des dessins au noir et blanc, Ouais, et toi, tu fais des propositions colorées. exactement. D'accord. Et toute la recherche. Donc c'est pas juste textile. du coloré, c'est que toi, tu fais des propositions colorées. Oui, parce que moi j'étais dans le textile. D'accord, Ouais. J'ai surtout fait du textile. c'est ça. Bonsoir, je suis Brigitte Clic, ou Marie-Joëlle Penrol. Je suis dans la photo depuis un certain nombre d'années. Et j'ai commencé par faire de la photo dans un studio. Donc, je faisais des portraits, j'ai fait des reportages aussi de mariage sur commande. Et puis après, j'ai abandonné, j'ai posé mon appareil photo quelque part. Je ne me suis pas souvenue que j'aimais la photo. Et j'ai toujours travaillé dans l'image, la déco. Voilà, c'était un petit peu toujours un domaine qui faisait que j'avais mon esprit, mon œil de photographe qui était en sommeil, mais je n'utilisais plus mon appareil photo que pour faire des photos pour faire plaisir. Et pendant combien de temps? Une bonne trentaine d'années. Et Et là, donc tu as repris il y a combien de temps? j'ai repris il y a à peu près une dizaine d'années, Et t'es en Guadeloupe depuis combien de temps? depuis 22 ans. Donc ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe. Tu fais pas... Non, en réalité, oui, parce que je viens en Guadeloupe depuis très très longtemps. Et puis depuis 22 ans, je me suis posée vraiment. C'est ça, mais en fait, ton retour en Guadeloupe n'a pas été le déclencheur du fait de reprendre ton appareil photo. Non, en réalité, l'idée de reprendre mon appareil photo, c'est j'ai jamais abandonné la photo que pour les enfants. Je suis passionnée par l'expression des enfants qui ont toute liberté, qui n'ont pas encore été cadrés, brimés, interdits d'eux en règle générale. D'accord. Et c'est les enfants qui m'ont amenée vers le fait de reprendre mon appareil photo pour faire ce que j'aimais vraiment. Donc j'ai posé un petit peu, j'ai mis de côté un petit peu mon activité professionnelle pour pouvoir m'exprimer vraiment en photo. Et aujourd'hui, je ne fais de la photo que si je suis inspirée par des sujets. C'est-à-dire que je n'ai jamais... Alors, ça m'arrive quelquefois de faire des paysages, des choses qui m'ont tapé dans l'œil, mais je suis toujours une idée pour arriver au résultat que je veux, pour exprimer ce que j'ai dans ma tête. Et toi, t'es de retour depuis combien de temps? Oh, ça fait 5 ans maintenant. Et parce que moi, j'ai dit que t'es de retour, en fait, t'es pas de retour, t'es venu il y a 20 ans, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais toi, tu es né ici ou t'es né en France? Non, je suis né à Paris en 68. Mais Parce de qu'à parents, l'époque, c'était de classe. parents antillais alors? Ouais. D'accord. Donc en fait, tu avais ta famille ici et t'as J'ai jamais toute vécu. ma famille ici. Et t'as jamais vécu ici en fait. J'ai vécu ici toutes mes vacances, toute mon enfance. De façon. Ma grand-mère travaillait à France, je payais pas le billet d'avion, je venais, j'étais un de façon habitué du récurrente LM. quoi. J'étais là toutes les vacances. Garder le Et là, lien. t'es rentré depuis 5 ans, t'es rentré quoi. Bah, j'ai vécu ici 14 ans, après 21 ans aussi. Ah ok. Donc Ouais. t'es né là-bas. Ici, t'avais pendant ta- 14 ans, j'ai fait du t-shirt touristique. J'avais un stand juste là, en face. J'ai même commencé là, au milieu des fruits et légumes, avec un pauvre stand que j'avais fabriqué tout en métal, où je mettais mes t-shirts comme ça, comme important. J'avais mes caisses au fond, tout ça, ça tenait sur ma 4L. Je déballais comme ça, au milieu, à 4h30 du matin.
Et c'était avant ou après Jean-Paul Gaultier? Après, ah oui, après Jean-Paul Gaultier. Oui, non, moi j'ai détesté être un porte-manteau. Ah bon? Ça m'a pas plu du tout. J'ai gagné beaucoup d'argent, que j'ai encore maintenant en partie, mais j'ai détesté ça. C'est une horreur comme métier porte-manteau. C'est vraiment monstrueux. Vous êtes une bête. On vous regarde comme si vous étiez nus. C'est juste horrible. Les castings sont horribles. Oui. Je n'ai pas fait de casting, donc j'ai un bol de dingue. J'avais un photographe qui était tombé amoureux de nous, mon pote et moi, et qui en fait nous inscrivait au casting. Moi j'arrivais, on me disait Anthony Villa, ah ouais, bah, c'est bon, toi tu peux repartir. Voilà, j'ai eu cette chance-là, j'ai pas fait de casting véritablement. Mais et donc, ta pratique artistique a commencé en tant qu'artiste, a commencé avec les t-shirts, ça a commencé comment? Ah non, ça a commencé à Paris. À 16 ans, je faisais du graffiti déjà. Je tournais dans tout Paris. J'étais déjà dans l'art, j'étais dans le graffiti, j'étais déjà dans le combat, j'étais déjà... Et est-ce qu'il y a une différence entre ta pratique artistique sur les t-shirts que sur le mur, que sur les portes? Totalement. Je veux plus travailler à la bombe. Ouais. Je veux plus travailler à la bombe. J'ai des amis qui sont morts à cause de la bombe parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas les masques. On utilisait de la bombe toute la journée dans des usines fermées. Et j'ai des amis à 25, même pas 30 ans, qui commençaient à avoir les yeux qui partaient dans tous les sens, qui commençaient à bégayer, qui commençaient à avoir des soucis. J'en ai même un qui s'est suicidé du fait de cette maladie-là. Donc la bombe, ça m'intéresse moins. C'est trop dangereux en fait. En air libre, d'accord, peut-être avec un bon masque, mais même en air libre, ça reste quelque chose de dangereux. Et sur les t-shirts, tu peignais avec la bombe sur les t-shirts? Alors sur les t-shirts, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qui est possible et imaginable pour imprimer un t-shirt. Toutes les techniques les plus basiques, avec rien du tout, jusqu'aux techniques les plus évoluées pour imprimer, jusqu'à l'imprimante au point par point en numérique. Où là, vous ne faites plus rien, vous faites une photo, vous faites 2-3 dessins, vous modifiez, vous mettez un lettrage et clac, ça vous imprime le t-shirt, vous n'avez rien à faire, c'est un vrai bonheur. Là où je veux en venir, c'est-à-dire que je suis allé dans ton atelier et si tu veux, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une sorte de continuité, et peut-être pas, mais en tout cas un rapport qui est différent par rapport à ce que je vois ailleurs. Si tu veux, dans ton implication, ce que je peux dire, la création d'une image, tu vois, c'est-à-dire que quand tu crées un truc sur le t-shirt, c'est une image, tu vois, quand tu crées un truc tu fais quelque chose sur un mur, c'est une image, tu fais quelque chose sur une porte de frigo, c'est une image, tu vois, bon, pour parler vite, hein. Mais parfois l'intention est différente, tu vois, alors que toi j'ai le sentiment que tu y mets plus ou moins la même intensité, même si l'intention est différente, mais l'intensité, si tu veux, de créativité, tu vois, personnelle aussi. Ou est-ce que je me trompe? Je veux dire, est-ce que pour toi, tu as une approche psychologique différente si c'est un t-shirt, si c'est sur un bout de bois, si c'est sur du mur, si c'est pour exposer en Guadeloupe ou si c'est pour envoyer en France? En fait, j'ai énormément travaillé sur la rentabilité de l'image et par rapport à la créativité. Je me suis énormément remis en question 2 fois par an, je l'ai fait pendant 14 ans. J'ai créé 70 nouveaux dessins pendant 14 ans, touristiques, pour créer mon entreprise de sérigraphie. 70 nouveaux dessins tous les 2 ans? 2 fois par an. Donc ça fait 140 par an. J'ai continué le système de la mode. Tu fais 2 collections par an. D'accord. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai fait chaque année, je faisais une collection d'été et une collection d'hiver. Et en plus, la clientèle, une fois qu'on la connaît bien, on sait qu'en été, il y a beaucoup de négropolitains, donc c'est un type de dessin. Et en hiver, c'est très touristique, c'est un autre type de dessin. Donc à chaque fois, moi, je me renouvelle. Oui, bah oui. Pour les t-shirts ici. J'ai vendu. Alors, c'est quoi le type de dessin? Tu dis pour les négropolitains, c'est un type de dessin, tu peux décrire? Bah en fait, avec les négropolitains, tu peux être plus africain, tu peux être plus slogan, tu peux être plus agressif au niveau du trait, au niveau des couleurs. Est-ce que toi, tu es négropolitain? Oui. Bah, je suis à 100% négropolitain.
Tout le monde n'aime pas le terme. Oui, c'est un terme qui n'est pas forcément. Ah, mais je l'assume totalement, j'ai pas de problème avec celui-là. Ouais. Et l'image pour le touriste, c'est quoi? Le touriste, il veut quelque chose de représentatif. Alors il n'est pas compliqué, le touriste. Il veut quelque chose de simple à lire. Il veut que ça plaise à la personne à qui il va l'offrir. Voilà, il veut que ça soit coloré, que ce soit gai, que ce soit doudou, que ce soit tropical. Le terme que tu aimes pas. Le tropical, ça fait un peu vacances. Exotique. Donc t'es obligé quand même. Donc oui, j'ai un regard obligatoirement qui est commercial. C'est-à-dire que les choses qui fonctionnent, je les renouvelle, les choses qui ne fonctionnent pas, je les renouvelle pas. Et à l'occasion, je renouvelle des choses qui ne fonctionnent pas, juste parce que moi, ça me plaît et que je m'en fiche finalement que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il est vrai que quand vous vendez sur... moi, je suis productif. Hein. Je fais une expo, j'ai 40-60 œuvres. Okay, donc, sur l'ensemble, je sais qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va pas se vendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire les essais, quoi. Faire du commercial, soit, mais aussi faire des choses qui sont à contre-courant et où tu sais que ça va pas plaire. Mais c'est pas le problème, en fait. Est-ce que ça va pas plaire ou est-ce que ça va plaire à une minorité de personnes? Jusqu'à aller choquer. Voilà, c'est ça. Et là où ça devient intéressant. Oui. Et puis aussi aller chercher justement... Du mou au solide, quoi. Vraiment du mou au solide. C'est-à-dire faire la partie gentille où on amène l'idée, le thème, hein, et puis bon, il y a un moment où, s'il faut, c'est intéressant d'aller un peu choquer. Ouais, se frotter un peu à s'il faut, oui. Parce qu'en réalité, si tu fais, quand tu as vraiment cet esprit d'artiste, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas faire un peu pour gagner ta vie, parce qu'on est bien obligé de manger et d'avoir un toit, mais aussi d'aller chercher pur et dur, c'est-à-dire de dire, voilà, moi je suis ça, je fais ça. Peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas, parce que sinon tu vas toujours être effectivement dans le côté tropical, touristique. C'est vrai. Si tu n'exprimes pas des fois, par exemple moi quand je fais des portraits, je sais très bien que tous les portraits que je fais, sauf quelques-uns, pour les exposer dans des thématiques précises, je sais très bien que personne ne va me les acheter, parce que les gens ont les yeux trop comme ça, ou c'est des visages qui ont des expressions parfaitement difficiles à supporter dans un univers où on va être chaque jour, ou des trucs comme ça. Mais au moins, tu as fait ce que tu aimais, tu as exprimé ce que tu voulais, tu vois, sans te préoccuper du côté commercial. Oui. Il faut pouvoir faire un peu les deux, quoi, c'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas se vendre non plus, quoi. Voilà, il ne faut pas se vendre. Oui, c'est ce que je fais. C'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. J'ai besoin de nourrir ma famille. Faut pas se vendre non plus, mais donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, moi. Non, je sais pas. Non, mais moi je vis de mon art, c'est un privilège. Ouais. C'est tout ce que je pense. Quel que soit l'art que je produis. C'est tout ce que je pense. Oui, je vends à l'occasion de l'art commercial, c'est vrai. C'est vrai. C'est le 80. Moi j'ai toujours dit, vous voulez une pâquerette, je vous fais une pâquerette, ça n'a pas de problème. Toi, tu sembles dire qu'il y a une opposition entre ces deux choses-là, mais en même temps, tu dis que quand tu fais quand même de la photo pour gagner ta vie. Donc lui, il dit bon, il le fait, et puis voilà. Toi, tu dis non, c'est pas possible, mais quand même, tu le fais. Donc en fait... C'est-à-dire que moi, je travaille de deux façons. Je fais la partie de toute mon expression. Je vais exprimer tout ce que j'ai dans ma tête, dans mes envies de montrer ce que je fais. Et puis, je vais avoir des personnes qui vont venir me voir et qui vont me demander. Mais depuis que j'ai sorti un appareil photo dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Parce que, tout à l'heure, c'est 80 ans. Ils vont te demander quelque chose de traditionnel. Quand et donc, du coup, tu fais. Donc, du coup, je fais. Alors, je le fais par contre dans le respect. Alors, moi, j'ai un grand respect de la technique photographique. Oui, non, mais ça naturellement. Mais ça, c'est une façon de travailler. Mais après, de dire que je vais aller exposer un portrait. Non, mais c'est pas ça, c'est différent. Mais du coup, est-ce que
est-ce qu'on peut vraiment... est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas comment expliquer. Et toi, est-ce que tu as aussi ce côté schizophrène? C'est un peu schizophrène, hein, non? Non, mais en fait, tout à l'heure, quand j'ai parlé de ce que j'avais fait, ça, c'était la partie commerciale. Tout le monde est dans la schizophrénie. Non, mais ça, c'était la publicité, photopublicitaire, c'est pour gagner. Même là, tu peux y mettre ton Non, mais art. attends. Même là, Justement, j'y arrive. En fait, parallèlement à ça, sans véritablement, enfin, sauf dans les années, au début des années 80 où j'ai fait quelques expos, mais après ça, j'ai travaillé en art, mais pour moi. Pour moi, je ne montrais pas. C'est-à-dire, je faisais de la recherche pour moi. Et ça m'a là, alors donc, rien à voir avec le commercial. J'ai travaillé pour moi et ça me plaisait ou ça me plaisait pas. Je montrais mais à en quelques même personnes. temps, tu travaillais en tant que photographe aussi, en même temps. Ah oui, je professionnel. travaille. Ah oui, Il faut se nourrir. C'est ça. Bah oui. Et en fait, non, moi là, ce que je fais en art, je ne cherche pas. Je cherche comme tout artiste, parce qu'il ne faut pas raconter l'histoire, un artiste il a besoin de reconnaissance. De reconnaissance. Pas forcément de renommée, mais de reconnaissance. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas forcément dire j'aime ton travail. Alors, si tout le monde te dit j'aime ton travail, déjà moi je me pose des questions. D'ailleurs, c'est pour ça que la première grosse exposition que j'ai faite, je l'ai faite à New York pour aller me confronter à des gens qui ne me connaissaient pas pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Après ça, j'écris, je raconte des histoires que j'ai envie de raconter et qui sont souvent liées à la beauté humaine, la beauté de la nature, la beauté. Mais bah ici, dans mon endroit. Hein. Oui, mais c'est même quelque chose qui est moche, il faut que j'y trouve quelque chose de beau. Après ça, je ne fais pas encore une fois d'instantané. Ça veut dire que c'est plus une peinture photographique. Je vais, par exemple, toi, tu es très beau. Voilà, si je te prends en photo, si je te prends, oui, c'est clair. Il fut. Si je te prends en photo, il va falloir que je transforme quelque chose. Ouais, je ne peux pas couper la barre. Que tu me voles quelque chose. Exactement. Ouais. Voilà. Et pour revenir... Ça, les photographes, vous m'en avez volé des choses. Ah ouais. Des belles images, des bons regards. Oui. Mon Dieu. Pour revenir à la schizophrénie. Juste une petite... Excuse-moi. Ouais. Ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé un truc justement au Cameroun. J'avais pris en photo quelqu'un et je lui ai dit, je t'ai pris en photo. Et le gars, il a été totalement affolé. Il m'a dit, tu m'as volé mon âme. Oui. Voilà, ça c'était vraiment... c'est ça, ce que tu viens de dire m'a rappelé cette petite anecdote où, donc c'était dans 79-80, au Cameroun ou au Sénégal, il fallait vraiment faire attention, il fallait avoir beaucoup de respect pour les gens, parce que prendre en photo les gens voulait dire leur voler leur âme. Du coup, oui. Moi par exemple, tu vois, je ne fais pas du tout de dessin ou de peinture commerciale entre guillemets. Par exemple, ça ne me viendrait pas de faire des portraits ou des cocotiers ou des marines, tu vois, en peinture, en dessin. Mais aussi parce qu'en fait, j'ai eu cette expérience quand j'étais au Beaux-Arts, que si tu veux, à force, parce que le dessin pour moi, ça ne vient pas naturellement. Il faut vraiment que je pousse, que je cherche, tu vois, que je me force pour faire un portrait qui ressemble et tout, ça vient, c'est difficile. Et quand j'y arrive, tu vois, à force, j'y arrive et tout. Mais après, une fois que j'y suis, je développe une accoutumance à la réalité. C'est-à-dire que je ne peux plus dessiner quelque chose sur une feuille blanche. Il faut que j'ai quelque chose à dessiner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai développé cette accoutumance
à la C'est réalité. trop académique pour toi. Voilà, tu vois, C'est un choix. au truc académique. Et donc, si tu veux, à cause de ça, j'ai décidé de plus, en fait, faire des choses plus commerciales, des portraits et des trucs, parce que j'avais peur que ça m'empêche, si tu veux, que ça vienne, que ça soit un frein à la créativité qui vient de l'intérieur. Parce que, si tu veux, dans la reproduction, tu regardes l'extérieur en permanence et tu dois le reproduire, et le reproduire de façon à plaire en plus de ça. Donc, tu as une double contrainte qui est en opposition avec le fait d'écouter complètement. C'est-à-dire que quand tu écoutes ta voix ou ce que tu as à l'intérieur, il faut que ça soit clair. Et est-ce que, dans un sens, le fait pour vous, là, de pouvoir, de 9h à midi, faire un truc pour manger, mais c'est quand même de la photographie, et après, de 14h à 20h, retourner, en fait, son état d'esprit. Tu vois? Alors, Ou est-ce qu'on s'y habitue? Ou est-ce que... Par exemple, est-ce que si par exemple tu avais décidé de faire que de l'art photographique et que pour manger, tu allais faire, je sais pas, un serveur dans un restaurant, est-ce que ton œuvre aurait été différente? Et ta vie aussi. Du coup, ma vie aurait été tu aurais différente plus d'appareil. probablement. Tu n'aurais plus d'appareil photo. Voilà. Est-ce que mon œuvre aurait été différente? Alors là, franchement, j'en ai aucune C'est idée. l'histoire de la contrainte. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que j'utilise en art l'instinct que j'ai appris sur la photographie animalière et la technique et la rigueur, on va dire, que j'ai appris dans la photographie publicitaire. Technique. C'est l'effet millefeuille, c'est l'expérience. C'est l'expérience, Ouais. mais Toi, tu ce ajoutes, sont en deux fait. expériences On fait différentes. ça, moi. C'est ça. J'ai 52 piges, je fais plus que ça. C'est tous les Je rajoute acquis. une feuille à chaque fois. C'est tous les C'est ça qui est acquis qu'on génial. va utiliser. Ouais. Quand tu es venu à l'atelier, tu m'as dit mais pourquoi tu peins pas? Pourquoi tu fais que du... J'ai peint. J'ai fait comme tout le monde. J'ai acheté mes peintures, mes pinceaux, mes trucs, mes cadres, j'ai entoilé moi-même, machin, truc. Un jour, j'en ai eu marre. Je suis devenu client de magasins de beaux-arts. J'en ai juste ras-le-bol. Après, tout d'un coup, tu peux pas bosser parce qu'il te manque tel jaune, ou tel vert, ou tel pinceau, et du coup, tu es bloqué. C'est comme tu dis, hein. Après, tu as besoin obligatoirement d'avoir un objet devant toi pour pouvoir dessiner. Non, je pense qu'il y a l'occasion, ouais, il faut que ça sorte de là, quoi. Mais faire du commercial, c'est pas un but en soi. Ce qui est intéressant, c'est de tout. Tu sais, quand je fais des cours de dessin, il y a un premier truc que je fais avec mes élèves, c'est pas de gomme. Premier truc. La gomme, c'est une horreur. Ah, j'aime pas. Je gomme. Quelle horreur. Non, garde le trait, refais-le, décale-toi. Trouve un truc pour C'est ce qu'on que appelle ce le trait- repenti. En ce Ouais. moment, je travaille beaucoup sur ça. Ouais. Ça, c'est C'est la peur de magnifique. s'exprimer, d'être peut-être de la critique aussi. De la critique, sur les c'est enfants. horrible la critique. Ma Les grand-mère enfants, c'est disait ce que je toujours disais tout à l'heure, le les ridicule enfants, ne ils tue ont- pas. on leur apprend Je que l'ai la compris contrainte. tardivement, mais ça m'a bien aidé. Parle-nous d'Afflelou. Afflelou, c'est une expérience vraiment intéressante. Et La photo. la photo, en réalité, c'était quelque chose sur lequel je me suis retournée pour me demander pourquoi cette photo avait été choisie. Et entre la société qui a choisi ma photo et la photo que j'ai réalisée, c'est marrant parce qu'il y avait des yeux qui étaient très expressifs. Et donc, si on parle de cette photo, elle participe à tout ce que je vis depuis quelques mois, à savoir des contraintes, des privations de liberté, etc., qui sont généralisées par tout ce qui se passe en ce moment. Et cette photo, c'est cette expression-là, c'est-à-dire que la personne est derrière un diaphone, elle ne peut pas exprimer à la personne qu'elle a en face d'elle, qu'on ne voit pas, tout ce qu'elle a à dire, et elle voit bien que on ne l'entend pas, on ne la voit pas, on ne l'écoute pas, et puis on ne s'intéresse pas du tout à ce pourquoi elle est là, et si on pouvait l'aider. Tu vois ? Tu vois de quelle photo on parle? Oui. Tu avais compris que c'était un mégaphone?
Les petits ronds qui sont... Alors, je te parle d'un souvenir de l'exposition virtuelle. D'accord. Je n'ai pas re-regardé. Tu vois la photo, toi? Oui. Alors, non, au départ, je n'avais pas compris que c'était un digaphone. J'avais vu effectivement des petits ronds. Ouais, Je savais marrant. pas. Parce que ça a presque disparu en réalité. Je me disais, ça doit. Parce qu'on le voyait sur une série, tu as fait une série. Oui. Mais j'avais pas compris que c'était un digaphone. Moi, je pensais qu'elle était enfermée et qu'elle respirait par là. En réalité, tu sais ce qu'on disait l'autre jour, entre l'exposition virtuelle et l'exposition réelle. Moi, j'ai quelques personnes qui sont venues voir cette photo à mon atelier. Chacun a dit quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on dit toujours, d'être enrichi par le regard de l'autre. Cette photo, il y a 3 jours, j'ai une amie qui est venue la voir qui m'a exprimé ce que tu es en train de dire. Qui la voit comme si elle était sous quelque chose et que comme c'était dans l'eau, tu vois, et que son seul moyen de respirer, c'était ces trous. C'est ça. Eh bien, ce que je peux dire sur cette appréciation, c'est que ça me convient parfaitement. Aussi. Parce que c'est de toute façon un manque d'air, un manque de pouvoir s'exprimer, un manque d'être entendu, compris, un manque de liberté, d'autorisation de dire et de faire, de se déplacer, d'aller voir des personnes. Et c'est qui sur la photo? Réellement? Oui. C'est qui cette personne? Comment tu choisis tes modèles? Alors c'est une femme. Alors c'est marrant parce que beaucoup de personnes m'ont dit non, mais c'est un homme. Voilà, c'est un homme ou une femme? Eh bien, elle a une chemise d'homme. Elle a tiré ses cheveux alors qu'elle a des cheveux magnifiques qui ondulent comme ça. Elle a complètement zappé ça. C'est-à-dire qu'elle a... Et c'est ce que j'aime quand je la shoot, parce que je la shoot très souvent, c'est qu'elle se fond complètement dans le personnage. Moi, je vais envisager un thème. Je vais lui en parler très sommairement pour la laisser s'exprimer aussi. Mais derrière ça, elle rentre dans le personnage d'une façon incroyable. Et à chaque fois, elle me donne quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est une femme. C'est ta voisine. C'est la police ou quoi? Non, mais je veux dire, c'est ta voisine, c'est une parente, c'est quelqu'un qui passait par là. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a... que tu travailles depuis plusieurs années. Oui, ça fait 3 ans que je travaille avec elle. D'accord. Et j'ai comme ça quelques personnes à qui je dis voilà, je veux faire ça. Et ces personnes-là, je sais que si je leur propose de faire cette thématique, ils vont vraiment, j'ai l'impression qu'ils se glissent dans le personnage et qu'ils me donnent... Alors, je mets souvent en place une espèce d'ambiance, tu vois. Ça va être, alors en ce moment c'est pas possible, mais souvent c'est avec beaucoup de personnes. Je les fais, puis alors ils viennent à tour de rôle, ils s'installent alors qu'il n'y a jamais, je ne suis pas photogénique et tout ça, ils veulent passer l'un après l'autre devant mon appareil. Et je crée cette espèce d'ambiance de vouloir y aller, et comme ils attendent les uns derrière les autres, si on peut dire, pour passer devant l'appareil, ils ont tellement envie qu'ils me donnent tout, tu vois. Est-ce qu'on peut qualifier ton sens de l'esthétique? L'esthétique selon l'acquis. Alors, déjà, c'est c'est pas chiadé. moi qui... Non, mais oui, c'est chiadé. Alors, déjà. Pour répondre à ta question, en fait, je vais te répondre à ce qu'a dit un critique d'art il n'y a pas très longtemps, en voyant mon dossier, en fait. Pour ne pas les citer, il s'appelle Corridor Éléphant, que je vous conseille fortement d'aller voir sur internet, corridoréléphant.com, où c'est vraiment que photos et photos haut de gamme. Et en fait, il m'a dit, toi, tu as travaillé dans la publicité. Donc ça veut dire qu'effectivement, alors je ne l'ai pas pris comme un compliment, pour être tout à fait honnête. Je me suis dit, ça se voit encore. Non, mais très créatif. Non, mais oui, très créatif. Non, mais c'est pas une affaire de créativité, c'est une affaire effectivement d'organisation. C'est vrai que je ne laisse pas grand-chose au hasard. Je ne laisse pas grand-chose au hasard. Par contre, je laisse beaucoup d'interprétations au hasard du vagabondage de celui qui regarde la photo. J'adore. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Ou alors est-ce que tu cherches quelque chose? Oui, mais je vais prendre un exemple précis.
la photo qui a servi pour la poule Art Fair. Il y a quelqu'un qui en a fait l'acquisition et il m'a décrit la photo d'une manière que je n'avais absolument pas vue. C'est avec les masques ou sans Avec les masques. C'est-à-dire que, bon, pour faire rapide, cette photo, elle existe au départ sans les masques. Elle s'appelle Confidence. C'est une femme très belle, africaine, très noire, avec des colliers africains. D'ailleurs, c'est notre ami Yota qui avait fait le style. Enfin, des colliers africains. Bon, c'est une très. La photo, j'aime beaucoup cette photo. Et bref, elle a son double qui lui fait des confidences à l'oreille. On peut dire que c'est son ange gardien, sa conscience, son alter ego, son miroir, ce qu'on veut. Et c'est la même personne, c'est la même femme. C'est la même femme. Tu veux dire que cette image-là, c'est un montage de deux photos? Oui. Ça se voit pas. Hein. Bah non, mais c'est ce que j'essaie de faire. Alors l'intégration des masques, bravo. Alors, après ça, donc effectivement, j'ai rajouté ces masques. Bon, et c'était pour m'amuser, et honnêtement, Thierry est là pour le prouver, je ne voulais pas l'utiliser, parce que c'était pas ma photo, c'était un amusement que j'avais fait et que j'avais collé sur Facebook au début du confinement, point barre. Et cette personne qui en a fait l'acquisition m'a donné une explication qui est géniale, qui est magnifique en plus. Elle a un torque. C'est un torque, ça s'appelle un torque. Oui, le gros ouais, qu'on pourrait. En fait, c'est des entraves. C'est des entraves. Ça vient Il y a de les entraves qui ont passé l'espace-temps, en fait, entre l'entrave du passé et l'entrave moderne du masque. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais je n'y avais absolument pas pensé. Je vais être tout à fait honnête, je n'y avais pas pensé. C'est ça qui est très enrichissant. Mais c'est ça que j'ai. Les gens regardent ton travail et te disent ce qu'ils ont trouvé, et souvent ils ajoutent à ce que tu as voulu faire passer comme message une autre idée et que tu adores, que tu trouves génial, et pourquoi tu n'y as même pas pensé. C'est assez sidérant. Ouais, ma question à Alain, c'est comment tu choisis tes modèles? Alors, ça doit prendre du temps parce qu'elles sont souvent très jolies. Surtout celle-là. Tu les as trouvées où? Ah oui, celle-là. Tu fais des castings à tout bas. Alors, tu sors beaucoup. C'est-à-dire soit je connais quelqu'un effectivement qui va correspondre, et si je connais pas, je cherche. Je passe des annonces dans Facebook, voilà, et puis je vais choisir. Je fais un vrai casting. J'ai une photo qui est une femme escargot qui va se faire écraser par une chaussure, en fait. Pour trouver cette femme escargot, c'était compliqué parce qu'il fallait qu'elle soit un peu androgyne, chauve. Enfin, ça a été compliqué de la trouver. Voilà. Mais je prends mon temps. Mais tu je savais ne fais ce pas que tu plus. voulais, Alors, tu vois, c'était tu un disais, choix. moi, ma production, elle est très limitée par an. Si je fais 12 ou 15 photos par an, c'est le maximum. Ouais, donc pour chaque photo, c'est un casting, c'est beaucoup de retouches, beaucoup d'associations. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de stylisme, beaucoup de... Oui, mentalement aussi, c'est se préparer. Et Tu fais tout ça, le stylisme aussi? C'est toi qui... Non, ça je... Non, ça, c'est Yota. Oui, je travaille avec une styliste. Qui est génial. On est tous géniaux, nous, les stylistes aussi. Génial. Et cette photo, si les gens la revoient, cette photo, donc tous les bijoux qu'elle a, cette femme, comme je l'ai prévenue la veille pratiquement pour le lendemain, elle a été à Monsieur Bricolage, et tout ça, c'est des trucs qui viennent de Monsieur Bricolage, qu'elle a vieilli, qu'elle a raté, usé, poncé, rouillé. Et donc elle s'est vue dans la photo, enfin... Oui. Dommage qu'elle n'ait pas été dans les poubelles du casino, parce qu'il y a de quoi faire aussi. Ah oui, probablement. Ouais. Et le modèle noir, il n'y a pas beaucoup de noir dans ta photo? En fait,
On me pose souvent la Qu'est-ce qui question. s'est passé sur cette photo-là? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai vu plusieurs de tes photos, il n'y a pas beaucoup de modèles noirs. Non, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est une envie, c'est comme ça. Là, franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Enfin, plus exactement, je vais répondre différemment. Je ne vais pas choisir. Je l'ai tellement fait, justement, dans la publicité, où les agences te disent prends une personne métisse parce qu'il faut que ça corresponde au blanc et au noir. Prends une personne plus noire parce qu'il faut Ça, la c'est cible, commercial. Ça, c'est la publicité. Alors, juste dans l'art, justement, je m'interdis ça. Je prends des fois le personnage que j'ai, il est blanc, des fois il est noir, des fois. Tu dis que tu as dans ta tête? Dans ma tête, ouais. D'accord. Dans ma tête. Et là, forcément, il était noir. C'est-à-dire que donc en fait, cette photo, tu l'as pensée comme ça? Oui, et tu l'as faite après, ou tu as fait les photos et c'est en faisant les photos que c'est devenu comme ça? Non. Alors cette photo-là, je l'ai faite vraiment pour faire ça. D'accord. Donc tu avais déjà une idée dans la tête et tu as exécuté pratiquement. Oui. Mais par contre, ça m'arrive très souvent de partir sur une idée et de dévier complètement en cours de route. Mais vraiment. Ou d'avoir de vieilles photos. Alors c'est ce que j'ai fait pendant le confinement, justement. J'ai été rechercher toutes mes vieilles photos. Je veux rester sur le modèle noir. Ah oui. Non, mais il n'y en a pas assez, il t'a dit. Bon, non, il n'y en a pas. Non, pour moi, non, il n'y a pas de. Je n'ai pas de limite, mais dans les deux sens. Non, mais il y a une raison. Cette raison-là. Parce que je t'ai posé la question déjà, une fois. Tu te rappelles? Non. Si, pas publiquement, hein. Ouais. Mais je pense au téléphone ou je sais pas quoi. Et parce que si tu veux, quand tu regardes statistiquement que quelqu'un fait toujours des tableaux blancs, et un jour il fait un tableau rouge, et puis il n'en refait plus, c'est un peu normal de se poser la question que s'est passé ce jour-là, quoi, tu vois. Le problème, c'est que je ne sais pas répondre, en fait. Est-ce qu'on doit se poser la question, franchement? Mais en même temps, on peut pas. Si aujourd'hui tu as envie de faire rouge, et que tu n'as fait que du blanc. Ça veut pas dire que t'as pas raison. J'ai envie de te répondre. Et puis en ça, même mais temps, parce qu'on doit avoir raison à chaque fois. Non, je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a Quelle pas pression. une raison. Ah, une raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison. Et puis aussi, un coup de blues, on n'est pas obligé. Le Covid, par exemple. Alors, Attends, juste pour continuer. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de se poser la question qu'on doit se l'interdire, si tu veux. Ouais. Tu vois. Et j'ai peut-être un élément de réponse, mais le problème, c'est que ça fait longtemps que je l'ai faite et je ne me rappelle plus bien. Mais cette fille-là, je la connaissais bien parce que elle s'appelle Princesse. ta princesse. On commence, on y va, on va y arriver. Princesse. C'est elle. Et je travaillais avec elle, on avait fait pas mal de photos publicitaires ensemble. Donc je la connaissais bien. Alors est-ce que c'est elle qui m'a inspiré cette photo-là? Peut-être. Honnêtement, je me rappelle. Est-ce que tu avais peut-être déjà fait cette photo il y a 20 ans en Afrique? Non. Sans savoir. Non. En Afrique, Est-ce que tu avais vu, est-ce que c'est animaux, possible que tu aies vu cette photo quelque part? Je sais pas. Mais par contre, Comment t'es arrivé en Afrique? je peux répondre à cette question-là. Je suis, et je pense que tous, enfin au niveau des photographes en tout cas, tu me diras pour les peintres comment ça se passe. On est toujours inspiré par quelqu'un, par quelque chose. Je sais qu'il y a des photos que j'ai faites qui me viennent de photos que j'ai vues d'autres artistes, bien sûr, mais que j'ai transformées. La dernière photo que j'ai faite, qui se trouve sur mon Facebook, là, que j'ai faite Le cocotier. de cocotier avec la femme, avec l'oursin, elle m'a été inspirée par une autre photo que j'avais vue, où il y avait pas, c'était pas du tout dans le même contexte, etc. Mais c'était pareil, c'était une femme effectivement qui était très grande comme ça, avec un grand drapé sur elle.
C'est des inspirations comme ça. Ça m'a fait penser. J'avais une photo à faire pour puisque je fais une série de portraits pour l'association CERAC Antilles-Guyane, qui est une association, un centre de formation pour sourds et malentendants. Et ils ont une unité spéciale, enfin une section spéciale art, et ils invitent tous les ans ou tous les 2 ans un artiste à réaliser un projet avec les membres du sourds et malentendants du CERAC. Donc, tous les portraits que je fais sont des portraits avec des sourds et des malentendants, ce qui est une expérience extraordinaire d'ailleurs. Et pour la petite histoire, je ne représente pas leur handicap, mais je représente leur normalité, à savoir ils peuvent être détestables, hargneux, jaloux, mais aussi amoureux, heureux. Voilà. Ce sont 18 portraits de qualificatifs de l'âme. Et toi, le portrait noir? Ah, le portrait noir, j'en ai fait avec des enfants, j'en ai fait avec des adultes que j'exposerai dans quelques jours. D'art. Moi, c'est... Si ta question est dans quelle proportion, c'est... Non, pas proportion, non. Juste quel que soit. Je vais photographier, j'ai fait des portraits de femmes noires magnifiques, que j'ai essayé aussi de magnifier en plus par mon travail. Et je n'ai pas de difficulté. Et tu les as pas exposés jusqu'à présent? Si, l'année dernière au Poulard Clair. D'accord. J'ai exposé Fedora et je la réexposerai. Elle avait d'une beauté extrême, cette jeune femme. Et je l'ai photographiée, même si c'est un peu contraire à ce que je disais tout à l'heure, mais dans des conditions de technique très précises, travaillant en studio. Et elle me faisait beaucoup penser aux chanteuses noires des années 60. Elle est merveilleusement belle. Vous avez vu l'expo? Tu as vu l'expo, le modèle noir au Mémorial? Oui, bien sûr, je suis allée le voir. Ouais. J'ai adoré parce qu'on a vu des toiles. Tu as vu l'expo? Des sculptures de beauté. Ah ouais. Pourquoi t'as pas vu? C'était obligatoire. Hein. Ah ouais, c'est obligatoire. Excuse-moi, Mais tu vois, à cette époque-là, je m'occupais de ma grand-mère. Ah, ok. On ne peut pas tout faire dans la vie. C'est ça. Parle-nous du Madras. Oh, le Madras, ça c'est beau ça, le Madras. Alors, le Madras a été gâché, moi je trouve, parce que en fait, au jour d'aujourd'hui, le Madras est créé dans le nord de l'Europe, alors que ce n'est pas du tout. Donc, il faudrait revenir au Madras de Madras, le Madras de l'Inde, qui est beaucoup plus chaud, qui est moins touristique, moins doudou. Alors je veux bien l'associer avec le Madras moderne, mais le Madras, c'est comme le batik africain, hein, je veux dire, on a le même problème. Hein. Mais quand Ça, c'est des cultures qui ont été absorbées et finalement, on nous vend des textiles qui sont fabriqués par des bureaux d'études européens, fabriqués en Europe et qu'on essaye de faire passer pour des tissus africains comme des tissus hindous, ce qui est absolument plus vrai. Mais est-ce que ça, c'est un débat intéressant. J'ai notre avis dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Madras dans ton travail, puisque quand je suis venu dans ton atelier, il y avait pas mal d'œuvres qui étaient inspirées du Madras. Ouais. Et moi, je trouve ça... c'est-à-dire que il y a une sorte... Le Madras, je sais pas, je pense que tu me dirais si vous avez un avis différent, mais moi, la chose principale qui qualifie le Madras, c'est quand même la couleur et les rapports colorés. Or, toi, tu fais pire que du noir et blanc, puisque tu fais des traits avec une meuleuse qui si tu veux, il n'y a aucune couleur. Au moins, le crayon noir, le noir sort du crayon vers le papier, tu vois. Mais dans la meuleuse, elle, intrinsèquement, n'a pas de couleur, donc elle ne crée de traces que par son passage, si tu veux. Et donc, il n'y a aucune possibilité de couleur dû au choix même de la technique que tu fais.
Et donc, tu es dans un travail qui est même pas noir et blanc, qui est Non, vraiment justement, juste je suis dans le gris. dans le gris. Ouais, mais le gris qui devient Pour représenter orange du rouille. madras qui devient Orange rouge comment? rouille. Ah, Il ne là, faut pas que à tu cause oublies de que la le rouille. madras n'est pas aussi chatoyant que celui qu'on achète dans nos magasins au jour d'aujourd'hui. Hein. D'accord, donc en fait, c'est la relation à l'orange et à la rouille. En fait, j'adore les kilts. En tant que styliste modéliste, je trouve que le kilt est juste un truc magnifique. D'ailleurs, si on s'intéresse à quelques stylistes qui prennent le risque d'essayer de continuer à faire porter la robe et la jupe aux hommes, tu regardes les derniers stylistes, la création au niveau du kilt est juste sublimissime. Je ne comprends pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit toute la journée de porter des sarouels en madras. Mais donc pour la couleur en fait, ce que tu fais, c'est-à-dire que tu la laisses venir en fait. C'est-à-dire que tu crées les traces ouais. avec ta machine dans les mailles de la porte, des frigos. Et après tu mets cette porte dans des endroits différents de façon à ce que cette orange de rouille vienne. Tu la laisses venir. Mais parfois en fait. je le fais, parfois je le fais pas. C'est ça. En fait, tu joues avec. dans mon travail, on revient à la sérigraphie qui a un temps d'exposition, qui est aussi vrai pour la photographie. Et ce qui est génial dans l'idée de graver comme ça des portes de frigidaire, c'est que je fais ce que je veux. Si je veux, je peux avoir un résultat noir ébène, si je veux, par rapport à ce que je vais utiliser comme technique pour le faire sécher, pour l'humidifier, etc. Si je le mets à l'air libre, je peux avoir des oranges sublimissimes, comme tes bouteilles, là, t'as bien vu. Mais je peux avoir plein de couleurs. Je peux avoir un marron terne, un anthracite terne. Je peux garder le côté argenté si je protège l'acier de l'air. En fait, c'est l'idée de la photo, c'est que j'ai un temps que c'est moi qui décide. Et ce qui est génial, que je maîtrise plus ou moins, attention, hein, c'est comme la photo en noir et blanc. Mais je joue avec. Mais ce qui est génial aussi, c'est que moi j'ai des clients, ils me demandent, j'ai une commande, je leur donne un produit qui est frais. Et je leur dis, je te donne même une bombe de vernis. Tu arrêtes quand ça t'intéresse. J'en ai qui n'arrêtent jamais et qui continuent à voir l'évolution. C'est génial. J'en ai qui est-ce que tu vois, par exemple, parfois, la couleur, elle est sournoise. Tu vois, à tel point que parfois, quand on te dit que c'est une certaine couleur, tu vas regarder et chercher la couleur dans ce que tu vas la chercher alors qu'elle ne se donne pas nécessairement à toi. Et dans la rouille, certainement, tu vois, ça peut arriver. C'est-à-dire que tu passes à côté d'un truc qui est rouillé, bon ben c'est rouillé. Par contre, si on te dit c'est du madras, d'un coup tu vas chercher l'orange. Et peut-être que tu vas chercher l'orange à la surface de demi-millimètre au-dessus de là où le marron s'est arrêté, mais que le gris n'est pas tout à fait entamé, tu vois, et tu vas la chercher comme ça. Est-ce que c'est à ça que tu invites le spectateur ou est-ce que c'est tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on peut penser dans ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver, dire de ça? Pour te dire la vérité, chaque œuvre m'amène à une couleur que je choisis, si c'est moi qui décide. Ce que je préfère pour moi, hein, c'est de produire et de laisser le temps faire les choses. Après, j'aime beaucoup aussi l'idée d'exposer une œuvre brute, parce que moi je fais de l'art brut, hein. Ma base c'est brut, c'est pas réfléchi, il y a 3 coups de crayon, et ensuite c'est avec la machine que j'avance. Je ne fais pas un croquis fini, j'avance avec la machine. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est toute l'évolution. Ouais, c'est une meuleuse. Ouais, ça me casse le poignet, c'est l'horreur. Mais la couleur, si tu veux, c'est par rapport au dessin. À l'occasion, j'ai besoin de le mettre à l'extérieur et que ça devienne orange. À l'occasion, je le laisse chez moi et j'attends que ça s'assombrisse au fur et à mesure. Mais le ton, si tu veux, il vient au fur et à mesure. Et ça dépend du sujet, et du thème, et de l'idée, etc. Rarement je garde des œuvres argentées, c'est-à-dire vraiment acier. Alors que je pourrais, mais je trouve que, personnellement, pour les Antilles, je ne trouve pas que ça soit joli. Après, oui. Tu souhaites peut-être aussi avoir une intervention extérieure qui est celle
de la corrosion. Exactement. Comme ça. Et l'intervention extérieure, ce que j'aime, c'est quand elle est acceptée par la personne qui reçoit l'œuvre Oui. et qui Oui. d'elle-même décide à quel moment elle veut fixer. Moi, j'ai des clients qui arrivent, j'arrive, je pose, et il me dit non, mais moi, je veux que tu le fixes tout de suite. Je veux qu'il reste comme ça. Donc, de moi-même, je prends la bombe et je fais le boulot. Et souvent, les gens m'appellent en me disant 5 ans après, ouais, ça commence à pointer. Je leur dis, bah oui, C'est la nature. c'est comme la ça. nature. L'oxygène a fait son boulot et bah, tu vas avoir une évolution dans l'œuvre elle-même. Chacun décide. Bien sûr. Voilà. Là, se dire que c'est une œuvre éternelle, non. C'est pas justement. figé aussi. C'est-à-dire Ah que non, tu c'est laisses c'est loin d'être l'évolution figé. se faire, C'est loin d'être voilà. figé. Mais tu dis que c'est pas une œuvre éternelle, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé qu'il fallait que la corrosion s'arrête là, tu la bombes. Et là, dans ce cas-là. Ouais, mais je veux dire, Enfin, au bout d'un certain temps, Ouais. de toute façon, l'air et Ça tout va ça reprendre, va, D'accord. Ouais. ça La va lucidité créer de va la se- rouille et elle va évoluer. Hein. Alors, avant que ça devienne de la poussière, Bon, moi, j'aurais bien. T'es en concurrence avec l'œuvre qui vient deviendra de la poussière en premier. ouais. Et sinon, tu vernis, là, ce que tu as mis sur ta table, cette espèce de vernis qu'on appelait glacial ou je sais pas quoi, tu fais ça, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui t'est passé par la tête le jour où tu as commencé à entailler ta première porte de frigo. Alors, ça c'est assez marrant. Ouais, j'ai beaucoup travaillé en roofing, donc en roofing d'art. J'ai beaucoup voyagé en visitant des motels, des hôtels, des roofing. Donc roofing, normalement, tu arrives, tu travailles le matin dans les jardins et l'après-midi tu es libre. Et avec ça, on te loge, on te nourrit. Moi j'ai dit, ok, moi je ne veux pas travailler dans les jardins, je veux faire de la déco pour vos hôtels, vos motels, vos associations, etc. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je me baladais avec tout mon matériel, mes peintures, mes pinceaux, mes machins, trucs. Et puis je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, et en fait là-bas, donc j'ai fait pas mal d'hôtels, etc. Et j'ai fini dans une école sur l'art de Nouvelle-Zélande. Et je suis arrivé là-bas comme un couillon, il me manquait des pinceaux et des couleurs. Et ben voilà, j'ai dit j'en ai marre, je veux pouvoir bosser n'importe où que j'aille, sans être obligé de commander sur Amazon ou je ne sais quoi, telle couleur, parce qu'il me manque telle couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toute ma boîte, je l'ai donnée à mes élèves, je leur ai dit, tiens, cadeau, et voilà. Et j'ai commencé à travailler uniquement avec ce que je trouvais sur place. Donc, je travaille à la scie sauteuse, à la meuleuse, à la défonceuse, je travaille au chalumeau, je travaille au poste à souder, voilà. Oui, plus avec des outils assez Ce qu'on trouve partout. D'hommes. Vous allez n'importe où. C'est pas des clics, hein. Ah ouais, ouais. Vous allez Attention. dans n'importe quel gîte. Il y a toujours un petit atelier. Dans l'atelier, il y a quoi? Scie sauteuse, meuleuse. Voilà. Et moi, avec ça, je vais dans les poubelles, je récupère du bois, du carton, des portes de frigidaire. Bon, je ne fais plus de carton en Guadeloupe, parce qu'on m'a dit, en Guadeloupe, tu ne vendras jamais de carton. Alors que je vis de ça avec l'Europe, très bien. Je fais de la porte de frigidaire, on me dit, ah bon, ça se vend? Ah bon, ça se vend? Oui, quand on fait des efforts. Est-ce que vous aviez des questions pour les artistes? Voilà, j'avais cette question-là. J'en avais une autre. Anton, oui. Raconte. Ah, ça c'est l'horreur. Alors, donc moi je suis un négropolitain, j'ai fait l'internat à 6 ans. Et donc à 6 ans, il faut quand même se rendre compte qu'en 74, en France, quand tu arrives à 6 ans, antillais, dans un internat de 1200 élèves, dans le nord de la France, là où il fait froid, etc., j'étais le seul antillais sur 1200 élèves. Heureusement, il y avait quelques Africains avec qui on était potes. Et donc, sympathiquement, ils m'ont appelé, je m'appelle Anthony, donc ils m'ont appelé Entonnoir, voilà. Qui est un terme que je déteste, mais que j'ai décidé ici d'utiliser pour la Guadeloupe, pour chez moi,
pour ma renommée, me mettre en avant, D'accord. faire de l'art. Parce que, Et pour qu'on te pose ce genre de et questions. du coup, tu vois, maintenant j'arrive même à le dire. Avant, pour me faire dire entonnoir, il De toute façon, c'est génial. fallait jouer très longtemps au jeu du ni oui ni non. Hein. D'accord. Alors entonnoir, tu avais le côté entonnoir, donc celui qui est noir, mais tu avais le côté aussi tébet, celui qui est tébet. Parce que l'entonnoir en France, Oui, et c'est moi ça. j'ai compris Oui, ça, bien sûr. j'ai dû comprendre ça à 11 ans, quoi. Côté entonnoir, Oui, t'as rien dans la tête, quoi. Oui. Voilà, t'es le noir, t'as rien dans la tête, tu connais Mais rien, t'as pourquoi pas de entonnoir, culture. c'est cette connotation, je ne connais pas, le côté TB de l'entonnoir. Mais si. Bah si, ouais. Ah oui, Mais quand on tu peut l'as même- sur la, bien quand sûr, tu mets sur la ouais. tête. Ouais, ouais. Non, Ouais. c'est pas... Ah non, Parce c'est que pas- c'est pas pour ce qui moi, signifie. l'entonnoir, c'est plus quelque chose qui comme un peu l'artiste, justement, qui prend Ah tout, bah tout finalement. pour en faire hein, quelque hein, chose. Finalement. Ah ouais. Tu vois. Tu Non, avais non, mais des moi, questions, j'ai vraiment. Tu avais des questions précises, tu avais préparé des questions. Mauvais élève. Ouais, mauvais élève. Je sais. Dont on n'a pas encore discuté, si ça si t'en as toujours. Moi, mes questions basiques, c'est comment choisissez-vous vos thèmes? Toi, c'est la femme en grande partie, quelque part. Ah bon? Pas mal. Tu sais que Je sais pas. Non. j'étais minot, Ouais. et ben même minot, j'envoyais tes cartes postales quand j'étais ici. C'est vrai? Ouais. Ben, je te l'ai dit, hein. C'est touchant. Ah ouais, Moi, c'est je rigolo. faisais ces expos, j'étais tout minot. J'étais tout minot. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit, Oh, ça veut dire un petit minot, tout c'est un petit. petit enfant, ouais. Ah, alors, Ma C'est grand-mère ça. m'emmenait. Ça me une fait. connotation très Ça positive. me fait- Ça te rajeunit pas, moi non Non, mais plus. ça me fait chaud au cœur. Ah, mais quand on s'est retrouvés à la poule, Ouais. je te l'ai dit, je sais Oui, pas c'est si vrai, tu te rappelles. c'est vrai, Je c'est t'ai dit, vrai. mais tu sais, Ouais, toi c'est tu vrai. me connais pas, mais moi. Et puis quand je t'ai dit comment j'étais un peu, tu m'as dit, ah ouais, c'était toi. T'avais pas les locks là? Non, là j'étais tout T'as minot, reconnu quand mais même. j'étais déjà. Moi, j'avais une question pour toi. C'est vraiment une question avec quoi, en fait. Excuse-moi. Hein. Ouais, vas-y, je crains le Tu pire. vois la vie, tu la vois en noir et blanc ou couleur? Parce que tu Ah, fais que du La noir et belle blanc. question. Moi, je la vois essentiellement en noir et blanc. Tu vois, on n'a pas besoin de Essentiellement, couleur. c'est- Quelquefois, je vais trouver qu'une photo mériterait peut-être, tu vois, on parlait du madras tout à l'heure, une photo mériterait peut-être d'être en couleur. Et puis finalement, je fais en noir et blanc. Parce que le noir et blanc, c'est l'essentiel. Il n'y a pas la connotation de la couleur qu'on rajoute pour apporter un supplément à une photo. Pour moi, une photo est souvent assez comment dire, avec un peu de détails, vraiment fort. Je vais souvent travailler sur du cadrage très serré, je vais souvent travailler sur l'existence de la transformation des métaux. Je travaille beaucoup sur la rouille, je travaille beaucoup sur les bâtiments abîmés, je travaille beaucoup sur ces choses-là. Et j'ai pas l'impression qu'en rajoutant de la couleur, on rajoute quelque chose. Je trouve au contraire qu'on rajoute des parasites. Et ça ne va pas. Mais par rapport à ce que tu fais, oui, bien sûr. Ouais. Je mets Mais l'essence. parce que ça, c'est un truc que j'avais. On posait la question, cette question-là. Ouais. Quand j'apprenais la photographie, j'avais fait une année de l'école Louis Lumière, qui s'appelait l'école Montgérat. Et c'était, on te disait, parce qu'on avait déjà un dossier, on rentre pas dans cette école-là sans comme ça, on te disait, tu vois la vie en noir et blanc ou en couleur. Ah ouais, moi je la vois beaucoup, Ah. beaucoup en noir et blanc. Ouais, mais à Je ton trouve qu'elle est époque, plus c'était. forte. Voilà, est-ce que t'as. Enfin, Parce que, C'était pas vraiment le attention, choix. non. Attends, le daguerreotype, j'ai pas connu. Hein. non, parce que la couleur à l'époque, c'était nouveau. C'était Et un Attends, mais difficile. Est-ce que t'es de l'ancienne je crois que école j'ai- ou C'est un est-ce ancien que. quel âge historique. Oh, mais je sais pas. Mais c'est plus Attends, mais difficile, en il fallait Afrique, des cibles à Moi, la j'ai dit fois, 2 mais- fois En mon âge, Afrique- je vois pas. En hein, Afrique, donc, en 78, je travaillais au Facile. Kodachrome 25, monsieur. Oui, mais bon, pour imprimer, Ouais. c'est plus difficile. C'était Et plus ça, c'est cher. trop technique pour moi, Ouais. tu m'as perdu. Tu vois, alors que le noir et blanc, tu pouvais Oui, le c'est faire vrai. toi-même. J'avais mon- et, on a voilà. On Mais avait ouais. son petit labo dans sa Oui, main c'était- noire. moi, et je puis- Mais c'est J'adorais ce que, ça. même si tu imprimais pas La le chambre pour noire, développer, quel tu endroit pouvais magnifique. voir. Ouais. Donc tu avais un accès plus Justement, quand tu
moi qui suis beaucoup plus âgée que toi, je travaille, j'ai justement vu cette perception de la couleur beaucoup plus à ma portée qu'au départ. J'ai fait de la couleur, mais j'ai jamais vraiment accroché. Ça va m'arriver très rarement de montrer une photo couleur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses dans tout ça et que c'est pas nécessaire. Que si tu as besoin de la couleur, c'est que tu n'as pas assez fait pour avoir toutes les informations avec du noir et blanc. Mais ça, c'est par rapport à mon travail. Parce que tout à l'heure, on parlait des portraits, moi je fais des portraits, mais des fois je dis à mes amis, je vous demande pardon des misères que je vous fais, parce que je leur travaille, ils sont marqués, parce qu'ils sont cadrés, très serrés, etc. Je leur fais prendre des expressions très dures, je leur mets 20 ans dans la tête. Mais en même temps, tu regardes la télé en couleur. Je sais pas. La télé. Ouais, heureusement. Ma fille dit que ça lui fait mal aux yeux, le noir et blanc. Tu vois la nouvelle. L'heure est arrivée pour nous. Dernière. Que pensez-vous du numérique? Quel numérique? La photo numérique. T'as encore une heure devant toi? Bah oui, parce que là... C'est une bonne question pour finir. Hein. La numérique, la photo Parce que tu vois, au début, on te demande noir ou blanc, mais maintenant, on peut te demander numérique ou argentique. Numérique ou argentique, c'est... ou ce qui existait avant. Oui, parce que le numérique, c'est pas juste la photo numérique. Oui, je suis Ouais, mais le numérique, si tu veux, il n'y a pas de problème. On peut aller juste bien plus loin que la photo. Voilà, c'est-à-dire que tu as... Non, mais accroché à la photo. Tu vois, tu as la photo qui est numérique, tu as les effets qui sont disponibles tout de suite, tu as la possibilité de la partager, qui est, tu vois, qui est ça, immédiate. Et puis tu as la question vachement importante à laquelle on est en train de répondre maintenant pour l'expo de Martinique notamment, de comment est-ce que tu l'extrais et comment est-ce que tu l'exploites pour l'exposer dans le cadre d'une exposition qui, elle, n'est pas numérique, ou dans le cadre d'une exposition numérique. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, ce sont des questions. C'est la question dans le numérique, de l'image. Je pense que moi, je vais faire une réponse qui est valable autant, c'est mon point de vue, hein, pour la photo que pour le numérique en général. Le numérique n'est pas notre ennemi. Rassure-toi. Il ouvre des portes. Non, en photographie, le numérique a été considéré très longtemps comme le Satan allant détruire. Comme la cassette audio il n'y a pas longtemps pour la musique. Je connais Daniel Goudrouf, pour ne pas le citer, s'est accroché, s'est arc-bouté sur l'argentique parce que l'argentique représente l'essence même de la photographie. C'est la magie. Puis c'est la chimie du magie, charbon. C'est magnifique. Oui, mais la photographie, pour moi, c'est pas de la une chimie. Seconde, la photographie, à l'occasion, une seconde de différence dans le développement est un truc. Ah bah oui. Ça, tu peux pas l'avoir dans le numérique. Ah non. Beaucoup trop. Ah, c'est... Tu peux pas avoir la faute dans le numérique. C'est compliqué. Si, tu peux... tu peux avoir des fautes. Tu peux l'avoir après, avec les films. Si, tu peux avoir des fautes. Ouais. Non, mais je suis pas du tout contre le numérique. Non, le numérique a ouvert des possibilités énormes. Il faut savoir que bien avant, donc au début des années 80, quand j'ai commencé à faire des expositions, je faisais des photocollages. Donc je faisais déjà des montages. Mais j'utilisais le dye transfer, qui était un procédé chimique cette fois-ci, qui coûtait très cher, ce que faisait Jean-Paul Goutte quand il a photographié Grace Jones. Voilà. Voilà. Tu vois avec les... ça. Oui. Elle était Grace Jones, qui est déjà une femme délirante, physiquement incroyable. Il accentuait tout, son fessier, son cou, sa tête et tout ça. Il ne le faisait pas avec Photoshop puisque ça n'existait pas. Non, il faisait tout sur papier avec du scotch transparent. Oui, mais après ça, c'était transformé en dye transfert. Donc pour ça, je l'ai fait.
et puis du collage tout simple. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est pas le numérique n'est pas le numérique n'a C'est pas notre pas lieu, c'est amené un outil. des nouvelles expériences pour certains, mais moi en l'occurrence ça m'a facilité la vie, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est tout. De toute façon, il y a toujours des choses qui sont positives. Quand tu travaillais dans ton laboratoire, à l'agrandisseur, avec tes bains, etc., c'était une façon de travailler. Aujourd'hui, on travaille différemment grâce au numérique. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui reviennent à Argentique parce que c'est ce côté magique. Quand tu fais révéler une photo dans ce bain, mais qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable que vous ça? vous rendez compte quand même Mais tout est bon à prendre. là sur le plan commercial, par contre, là, vraiment sur le plan purement commercial, je fais une photo du micro, elle est à New York dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Oui. Quand je suis arrivé en 90, je fais la photo du micro avec mon moyen format. Je le fais développer, il faut 72 heures pour avoir les trucs, en espérant que ce soit bien, parce que j'ai pas le droit. Ça nous fait un pleurer, papy. Voilà. Tout est bon à Arrive à Et New tu York vas- une et semaine attends. après et ça t'a coûté 150 francs. Et ça t'a coûté 150 francs. Tu vas pas finir là-dessus, quoi. Ah non. Ah non, ça serait injuste. So thank you very much for coming. And I will see you next week, I guess. Yes. Bisous à la famille. Antonouet, MJ Click, Alain Laki, Thierry. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.